Donc nous avons le plaisir d'accueillir M. Jean-Luc Baudson, ancien ambassadeur de Belgique, si j'ai bien compris, en Amérique latine notamment, non? Entre autres. Voilà. Et donc, qui travaille comme envoyé spécial pour la migration et l'asile au SPF Affaires étrangères. Voilà, je l'invite à venir nous rejoindre pour parler en particulier du pacte mondial sur les migrations et les réfugiés. Merci. Alors, il y a un micro là? Oui. Bonsoir. Ah, c'est pas un cadeau de parler le dernier. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. La température monte, l'air se raréfie, donc on a déjà un phénomène de changement climatique ici dans la salle qu'il va falloir affronter. Je vais essayer d'être bref, parce que je crois que c'est important qu'on ait du temps pour les échanges. Et je voudrais me concentrer surtout sur les liens entre le pacte global pour les migrations sûres, régulières et ordonnées et le changement climatique. Donc, mais comme tout le monde n'est pas familier avec le pacte global en général, je vais vous en faire une brève présentation. Ce sera plutôt un crash course, je veux dire, ou une présentation, le pacte global pour les nuls, si vous Donc, de quoi s'agit-il? C'est un texte qui a été négocié l'année dernière, les 6 premiers mois de 2018. En parallèle, il a été négocié à New York, dans le cadre des Nations Unies, et en parallèle avec un autre pacte sur les réfugiés, qui, lui, a été négocié à Genève, sous l'égide du HCR. Donc, 2 pactes différents, 2 problématiques très différentes. C'est peut-être normal, comme l'a dit le professeur Gémen, mais ça, c'est la réalité diplomatique. Alors, le contexte des négociations, tout d'abord, il y a eu avant les négociations intergouvernementales proprement dites, un processus d'une bonne année préparatoire, où il y a eu toute une série d'ateliers avec tout ce qu'on appelle les stakeholders, toutes les personnes intéressées, la société civile, des ONG, des associations de migrants, des pouvoirs régionaux, locaux, de façon à pouvoir réfléchir de façon libre sur comment aborder la migration globale, quelle gouvernance avoir pour le problème de la migration. Et ça a permis, donc c'est ces discussions tout à fait libres, de dégager de bonnes idées, de combler un petit peu le fossé traditionnel qu'il y a entre les pays d'origine et les pays de destination. Donc on est parti avec plutôt un bon esprit, avec un premier projet de texte qui avait été fait par 2 co-facilitateurs, des ambassadeurs suisses et mexicains à New York aux Nations Unies. Et on a eu 6 mois de négociations qui ont malgré tout été difficiles. Donc on a un contexte assez polarisé avec d'un côté les pays d'origine, principalement les pays latino-américains qui ont une vision très maximaliste de la migration, qui est un droit, ça fait partie des droits de l'homme, les pays africains aussi. Et puis d'autre côté, les pays de destination, dont les pays européens, mais aussi la Chine, l'Union soviétique, pardon, la Russie, excusez-moi, je suis un peu fatigué là. Donc qui ont des visions très souverainistes et très axées sur la sécurité. Voilà, donc des négociations polarisées. Du côté européen, il faut noter qu'on n'a pas, normalement on aurait dû négocier au nom de l'Union européenne, mais on n'a pas pu avoir de consensus parce que d'emblée la Hongrie s'est opposée à ces négociations de façon radicale en s'opposant soudain à toute forme de migration. Donc pour eux, comme disait le professeur Germain, on a immigré, je veux dire même avant l'Holocène déjà, à l'époque de l'Homo erectus, mais tout d'un coup c'est devenu quelque chose qu'il faut empêcher, c'est un phénomène qu'il faut combattre. Donc nous avons dû négocier au nom de 27 pays membres de l'Union européenne, sans la Hongrie. On est arrivé malgré tout à un texte qui est un texte modeste, c'est un premier pas, mais qui je trouve est un bon texte compte tenu des circonstances. Alors quelle est la philosophie de ce texte? La communauté internationale n'est pas mûre pour signer une convention qui implique des obligations légales. Donc ce texte est un engagement politique qui s'est fait dans la philosophie même pas du peer pressure, mais du peer learning. Donc le fait d'apprendre par les pairs. L'idée est qu'on se met d'accord sur un certain nombre d'objectifs, il y en a 23, des objectifs à suivre, on propose un certain nombre d'actions que les gouvernements peuvent mettre en œuvre ou pas. Ça dépend un peu de la situation de chacun. Les migrations couvrent des situations extrêmement variées. Et surtout, les pays qui ont des bonnes pratiques peuvent
maintenant, dans le cadre du suivi, les échanger avec d'autres, et donc inspirer, que les bons élèves de la classe, si vous voulez, peuvent servir d'inspiration aux autres. Ça, c'est la philosophie de ce pacte. Alors, je vais revenir directement. Donc, ce pacte, il a été, donc les conclusions, les négociations ont été conclues en juillet dernier, avec, à l'exception des États-Unis qui ont refusé de négocier, de la Hongrie, plus ou moins un consensus. Tout le monde était content avec le texte. Ce texte a été adopté beaucoup trop tard, à mon avis, à Marrakech en décembre, ce qui a, ce long laps de temps, de pratiquement 6 mois, a permis à toutes sortes de mouvements anti-migration en Europe et ailleurs de faire un intense lobbying, notamment sur les réseaux sociaux, de créer des peurs, qui fait que, un peu avant la conférence de Marrakech, au moment où les États devaient aller à ce sommet pour approuver, adopter ce pacte pour des migrations sûres, régulières et ordonnées, donc s'y sont opposés. Bon, vous avez suivi l'actualité, ça a fait tomber notre gouvernement. Il y a un certain nombre d'autres pays, dont la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, qui ont refusé d'adopter le texte, alors qu'il avait été négocié en leur nom et avec leur accord à l'époque. Voilà. Alors ce texte, on lui a fait dire beaucoup de choses. Ce n'est pas, donc le titre complet du texte, c'est un pacte pour des migrations sûres, régulières et ordonnées. Donc c'est un texte qui ne fait pas la promotion, la migration, qui ne veut pas la restreindre. Il se veut neutre, mais il veut surtout éviter tous les désagréments qui résultent du chaos migratoire actuel, de l'immigration irrégulière, des passeurs, de la traite des êtres humains, de la souffrance qui en résulte, de la difficulté d'avoir des politiques d'intégration. Et donc, il veut, en quelque sorte, ordonner le phénomène migratoire. Est-ce que c'est illusoire ? Comme le dit le professeur Gémen, est-ce qu'on essaie de gérer l'espoir? Peut-être, mais en tout cas c'est une première tentative et d'un texte qui est assez concret. Alors que dit-il en matière de climat? Là aussi ça a été il y a eu de vifs débats. Pour quelles raisons? Parce que, je l'ai dit, il y a 2 pactes, un pacte sur les réfugiés et un pacte sur les migrations. La Convention de Genève de 1951 impose des obligations lourdes aux États, puisque quelqu'un qui fait une demande pour être reconnu, une demande d'asile, eh bien les États sont obligés d'analyser la demande, de passer par tout un processus qui est long. Et donc, je pense que la Convention de Genève de 1951 a été conçue dans une autre optique, dans l'idée qu'il y aurait de temps en temps des réfugiés de l'Union soviétique, justement, mais dont la plupart ne pouvaient pas sortir, du régime de Pinochet, etc. Donc ça n'a jamais été conçu comme un mécanisme de migration, quel qu'en soit le motif, de masse, ce qu'il est devenu aujourd'hui dans beaucoup de pays, à cause de la fermeture d'autres possibilités de migration. Donc il y a eu un dévoiement de l'utilisation de la Convention de Genève à cause de la fermeture, surtout en Europe, et de la carence de possibilités de migration légale. Voilà, alors en matière donc, donc cette distinction entre réfugiés et migrants a fait l'objet de longs débats, parce qu'on avait peur d'introduire pour les migrants des obligations qui sont, que les États doivent à l'égard des demandeurs d'asile, des réfugiés politiques. Mais il y avait évidemment la difficulté, puisque nous avons aujourd'hui, encore une fois, ça a été dit avant moi, des flux mixtes. Il devient très difficile aujourd'hui de savoir si un réfugié, si un migrant émigre pour des raisons politiques, parce qu'il y a une dictature chez lui, parce qu'il y a la guerre, ou bien pour des raisons économiques. Souvent, les motivations sont multiples et les flux de migrants sont mixtes sur le terrain. Et donc, il y avait souci notamment de la Suède, mais aussi de la Belgique, d'éviter ce qu'on appelle le protection gap, c'est-à-dire que certains migrants en situation vulnérable, mais qui ne peuvent pas se qualifier comme demandeurs d'asile, ne bénéficient pas d'une protection dont ils ont besoin. Et donc ça, c'était une ligne rouge. Et à côté de ça, il y avait d'autres pays, dont le Royaume-Uni, qui voulaient absolument pas qu'on introduise de nouvelles catégories de migrants. Et donc c'est surtout ça, lorsqu'on parlait du changement climatique, il y avait une peur, notamment des pays européens, qu'on introduise une nouvelle catégorie de migrants avec des droits spécifiques. Il y avait par ailleurs un autre groupe, essentiellement mené par les petits États insulaires du Pacifique,
dont Kiribati, qui risque de disparaître bientôt, mais tous ces petits pays souffrent énormément du changement climatique dont ils ne sont pas la cause, et face auquel ils sont démunis. Et donc d'avoir une demande de mettre plus en avant la problématique du changement climatique et des migrations qui en résultent. Ils étaient soutenus par la Nouvelle-Zélande et l'Australie, et finalement, ils voulaient un objectif spécifique là-dessus, donc un 25e objectif. Ils n'ont pas obtenu cela, mais ils ont obtenu presque un chapitre, je vais dire, spécifique au changement changement climatique, qu'on retrouve dans l'objectif 2. Alors dans la structure du texte, il y a bien sûr le préambule. Le préambule se réfère à toute une série d'instruments juridiques, y compris la Convention des droits de l'homme, et y compris tous les instruments relatifs au changement climatique. Donc les conventions des Nations Unies sur le changement climatique, sur la désertification, mais aussi l'agenda 2030. Donc ça se trouve, c'est une référence, une logique de cohérence. Et puis vous avez, dans le deuxième objectif, donc il y a 23 objectifs, le premier, c'est la nécessité de collecter plus d'informations, plus de données. Encore une fois, le professeur Henry a exprimé la difficulté qu'ont beaucoup de chercheurs qui se penchent sur le fait migratoire. Il faut des données. Et la collecte des statistiques, elle doit se faire par les États, essentiellement. C'est eux qui ont les moyens de le faire. Et donc, il faut s'organiser mieux. Ça, c'est le premier objectif, je crois, qui ne prête pas à controverse, afin que les politiques migratoires ne se basent pas sur des préjugés, mais sur des faits. Le deuxième objectif, c'est, constatant que c'est mieux de quitter, si vous migrez par choix, c'est mieux que de migrer par force. Et donc, il faut d'abord s'attaquer aux causes profondes de la migration irrégulière. Alors ça, c'est évidemment un vaste chantier. C'est faire de ce monde un monde meilleur, qu'on ait plus de démocratie, qu'on ait moins de guerre, moins de violence, moins de corruption, une meilleure gouvernance, éradiquer la pauvreté, mais aussi s'attaquer au changement climatique. Et donc ça figure dans les causes, et on mentionne les deux causes qui sont effectivement de nature différente, les catastrophes qui sont un changement brusque, et puis le changement graduel, notamment résultant du changement climatique, de la désertification. Donc, ces deux causes se trouvent, et là il y a différentes mesures, dont la première évidemment est de lutter contre le changement climatique, de façon, que vous connaissez, donc l'adaptation et la mitigation, l'atténuation, merci. Donc ça se trouve dans le pacte global. Donc lorsqu'on s'attaque aux causes, là il y a un certain nombre de mesures spécifiques qui restent assez vagues, mais qui figurent quand même de façon prominente. On a aussi, partout dans le texte, lorsqu'on mentionne les différentes causes de la migration, figure aussi le changement climatique. Donc, au début, on a eu un peu la tentation de se mettre la tête dans le sable, sous peur de créer des nouveaux droits, de ne pas reconnaître un phénomène qui nous arrive, là, qui nous pend au nez, et qu'on dramatise ou pas. À mon avis, dans les décennies qui suivent, c'est un phénomène qui sera majeur. Voilà, donc il y a un certain... Par contre, ce que le pacte ne fait pas, c'est créer une nouvelle catégorie de migrants, et dans tous les autres objectifs, donc les objectifs 3, 4, 5, etc., ce sont des objectifs qui veulent avoir une approche à 360 degrés de la migration. C'est d'ailleurs la seule façon d'arriver à un compromis et de s'attaquer aux priorités de tout un chacun, aussi bien des pays d'origine que des pays de transit, que des pays de destination. Et donc, on suit une chronologie qui est celle du migrant. D'abord, on s'attaque aux causes du départ, et puis au fait de donner des documents d'identité aux migrants, ce qui est une façon de le protéger, de façon plus cynique, ça facilite aussi son renvoi lorsqu'il a été déclaré irrégulier, mais bon. Donc il y a les services consulaires auxquels il a droit pendant son parcours, la protection du migrant, les opérations de search and rescue, donc lorsqu'il se noie en Méditerranée, qui va les sauver, le principe que c'est une responsabilité partagée qui engage tout le monde, le fait de lutter contre le trafic et la traite des êtres humains,
hein, qui sont quand même des fléaux. Et puis une fois qu'ils arrivent dans les pays de destination, le fait de lutter contre la discrimination, le racisme, de favoriser leur intégration, de faire en sorte qu'ils ne soient pas exploités du fait de leur statut de migrants, qu'ils aient accès à un travail décent, favoriser leur intégration, tout l'aspect des politiques d'intégration, leur donner des informations correctes sur leurs options légales pour rester dans un pays. Et puis, en fin de parcours, si, après avoir suivi un processus transparent et honnête, ils ont été déclarés en situation irrégulière, que les pays d'origine coopèrent pour qu'on puisse les renvoyer dans leur pays de façon digne et de préférence avec leur volonté. Voilà. Donc ça, c'est la logique de ce pacte. Et pour tous ces points, évidemment, on ne fait pas la différence entre les migrants climatiques et les autres. Ce serait d'ailleurs très difficile. Donc ce sont des mesures qui s'appliquent à tous les migrants, mais qui évidemment feront, si on les met en œuvre correctement, que la communauté internationale sera, à mon avis, mieux équipée pour aborder le phénomène. Voilà, je vais m'arrêter là.